Et maintenant, voici ce qui s'est réellement passé en Russie en 1917. Chaque fois que je tire, mon cœur bat plus vite. Je m'inquiète de ce qui pourrait se passer. Si la ville n'entend pas la détonation, les gens pourraient se faire des idées. C'est pour ça que c'est une responsabilité. On pourrait supposer que je m'y suis habitué en 10 ans. L'habitude, oui. Mais il y a toujours cette inquiétude tout de même, chaque fois. La révolution russe de 1917 est l'événement historique le plus important du XXe siècle. On a toujours célébré octobre en oubliant février 17, la vraie révolution spontanée, populaire, qui fit s'effondrer l'Empire sur lequel depuis 300 ans régnaient les Romanov. Révolution qui surprit autant les chefs révolutionnaires, en exil pour la plupart, que le pouvoir tsariste. Le grand mythe d'octobre relève d'une réécriture de l'histoire par l'État soviétique, réécriture fixée pour l'éternité par le célèbre film d'Eisenstein, Octobre, tourné 10 ans plus tard. Dans les faits, Octobre fut un coup d'État plutôt facile, peu sanglant, réalisé par une avant-garde révolutionnaire, une petite armée, les bolcheviks, dirigés avec une autorité intransigeante par Lénine. Lénine comprit que c'était le moment d'agir, et avec Trotsky en organisateur, la minorité la plus résolue s'empara de la capitale, Pétrograd. Saint-Pétersbourg, ainsi rebaptisé depuis peu. On s'imagine la prise du palais d'hiver comme dans Octobre d'Eisenstein, dans la scène célèbre où les marins se précipitent sur les portes. Rien de tel en réalité. Personne ne s'est battu. 7 gardiens du palais seulement ont trouvé la mort. Il n'y a pas eu non plus d'échange de coups de feu comme dans le film. Et surtout, la principale force d'opposition côté palais était un bataillon de femmes. Mais ce qu'on voit sur l'écran a changé la réalité. C'est devenu plus important que la réalité. Dans le film d'Eisenstein, le coup de canon du croiseur Aurora donne le signal qui déclenche la révolution. Ce qui est un mythe, c'est le rôle du cuirassé Aurora, par exemple, n'est-ce pas, qui était en position mais qui n'a pas fait grand-chose. C'est pas un coup de canon qui permet de faire triompher ce qu'on appelle la révolution d'octobre. Après 74 ans de socialisme réel et 15 ans après la chute de l'Union soviétique, dans l'intelligentsia russe d'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui ont en tête le côté positif de la révolution. Par exemple, Sergueï Pérez-Léguine, analyste en géopolitique, estimé du ton de Poutine, et Eliena, sa femme, psychologue de profession. C'est sans doute le principal aboutissement culturel de la révolution. Elle libère l'oiseau du bonheur qui s'envole si loin qu'à l'époque des répressions staliniennes, elle aura beau essayer de l'attraper, elle n'y arrivera pas. La révolution a préservé la culture, a permis de changer un avenir qui était tout tracé et nous a conduits vers une nouvelle alternative inconnue. Un avenir qui a aussi été terrible et dangereux pour beaucoup de gens. Cette époque a débordé d'innovations en musique, en peinture, pour le théâtre, l'éducation. Et toutes ces innovations, nous les utilisons car nous sommes devenus courageux et nous sommes capables de vivre pleinement. Loin de Saint-Pétersbourg, qui aujourd'hui a retrouvé son nom d'avant 1914, Jana Howlett, historienne anglaise, a une vision plus froide de l'histoire. Il est dans la nature des révolutions de promettre des choses qu'elles peuvent rarement réaliser. Et on doit dire que la révolution a provoqué un immense changement social. Pour les historiens d'aujourd'hui,
après la fin de l'Union soviétique et passé les années où propagande et idéologie faisaient la loi, il est évident, hors du récit léniniste de la Révolution, que de multiples aspirations au changement se manifestaient dans le peuple, dans la société, et pas seulement dans les mouvements révolutionnaires. Tout cela indiquait clairement un rejet général de l'autocratisme impérial. Vers 1910, à Tsarskoye Selo, le Versailles russe, le tsar et sa famille. La loi fondamentale stipule « L'empereur est un monarque autocrate et illimité. Dieu commande de lui obéir non seulement par terreur, mais aussi par conscience. Le tsar, égal de Dieu, est propriétaire des âmes et des terres. Il règne par l'intermédiaire des corps constitués, l'armée, l'église et surtout la toute-puissante police secrète, l'Okhrana, toute puissante mais qui ne réussit pas à empêcher les innombrables attentats terroristes. » Hélène Carrère d'Ancos, historienne, est issue d'une grande famille géorgienne qui a fourni au tsarisme d'éminents dignitaires. Bon, pour le peuple, Nicolas II n'était pas plus mauvais qu'un autre, il faut bien reconnaître. Il n'était pas un tsar d'une autorité considérable. C'était un homme, même physiquement déjà, il n'avait pas le prestige de son père qui était un géant. Il avait ce côté plus faible physiquement. En 1910, le tsar règne sur 160 millions de sujets, dont 130 de paysans, généralement au fond de la misère et illettrés. L'abolition du servage en 1861, les diverses réformes, n'ont pas changé grand-chose à leur sort. La Russie est le premier producteur et exportateur de céréales au monde, mais le paysan guetté par la famine n'a que 35 ans d'espérance de vie, avec comme seul recours la résignation, la religion, la vodka et parfois des explosions, des révoltes sauvages, brutalement réprimées comme au temps de Pougatchev. Les paysans se trouvaient à un niveau de développement culturel très bas. Non pas d'un point de vue objectif, car en fait ils n'étaient pas dépourvus de culture, ils avaient une culture écrite et musicale, mais je parle de culture politique. Politiquement, nous étions isolés comme les Français au début du XVIIIe siècle. En ce début du XXe siècle, la bourgeoisie naissante se bat pour exister face à un pouvoir qui pourchasse toute forme d'association et interdit toute activité, tout parti politique. C'est un pays qui est marqué par un fossé très profond entre les élites politiques, la couche dirigeante et la masse du peuple. Vraiment un fossé qui se manifeste, c'est un vieil héritage d'ailleurs de la Russie paysanne. L'aspiration à gérer ses affaires soi-même ou à prendre en main son propre destin à travers un organisme dans lequel on est représenté sans qu'il y ait ceux, disons, les propriétaires, les nobles, les officiers. En 1913, à la veille de la guerre, le tsar célèbre en grande pompe le 300e anniversaire de la dynastie des Romanov. Il reste sourd à tous ceux qui lui conseillent des réformes, qu'il s'agisse de son cousin l'empereur d'Allemagne, de hauts dignitaires militaires et civils, ou encore des membres de sa famille. Le jeune Nicolas II, qui était un enfant, il a vu le cadavre déchiqueté en 1881 d'Alexandre II, et il l'a vu de ses yeux. Et il en a conçu une terreur épouvantable et certainement une haine de tout ce qui était extrémiste, mais des sentiments conservateurs. Il adopte la position de son père. Ce sont les réformes qui nous ont coûté ça. Les grands révolutionnaires russes n'étaient pas issus des classes laborieuses, paysans et ouvriers, mais plutôt de l'aristocratie, de la bourgeoisie, de l'intelligentsia contestataire formée dans les universités, créées par le tsarisme. Lénine ne fait pas exception, lui dont les statues, les mémoriaux sont toujours dressés partout. Lénine, toujours vénéré et admiré en Russie, même si ça n'est pas par tout le monde, Lénine qui pendant 30 ans n'abandonna pas un instant son idée fixe, faire la révolution. Ni en Russie autour de ses 20 ans, ni relégué en Sibérie, ni exilé en Allemagne, en France, en Angleterre, en Autriche-Hongrie, en Suisse enfin avant le grand retour en 1917. À Pskov, ce petit musée célèbre un moment important dans sa vie de révolutionnaire, peu avant son départ en exil. Lénine, qui a toujours su l'importance fondamentale de la propagande, de la diffusion des idées, fonde, en un moment d'unité des marxistes russes, son premier grand journal, qui sera imprimé à l'étranger et diffusé clandestinement en Russie.
Dans cette pièce, qu'on appelle la pièce du mémorial, il s'est passé un événement important. Vladimir Ilitch a tenu dans cette maison, fin mars, début avril 1900, une réunion secrète pour la création du journal Iskra et du périodique Zarya. Depuis son adolescence et jusqu'à 1917, Lénine passa le plus clair de son temps à lire et à écrire. Né en 1870, il était le fils d'un professeur devenu conseiller d'État et de ce fait noble héréditaire. Il venait d'une famille noble, pouvait vivre normalement, mais il s'est mis du côté des pauvres, des misérables et des rabaissés. Voilà. Le jeune Vladimir Ulyanov, dans sa province à Kazan, est un étudiant brillant. Double drame en 1886. Son père meurt, son frère aîné est arrêté à Saint-Pétersbourg, il voulait assassiner le tsar. Vladimir est exclu de l'université, assigné à résidence dans le domaine familial. Il y dévore la littérature révolutionnaire, très marqué par le célèbre roman nihiliste de Tchernychevski, Que faire? Ce qui est intéressant dans le cas de Lénine, mais ce n'est pas seulement son cas à lui qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans le cas de Lénine, c'est que se croisent dans son action deux éléments différents. D'une part, son propre ressentiment de jeune homme frustré, et en plus de jeune homme qui a subi un traumatisme terrible, la mort de son frère, qui était révolutionnaire et qui a été pendu. Et il veut le venger. Il a 18 ans. Et quand sa sœur lui dit « Mais tu vas te venger, mais contre qui ?» Il répond « Moi je sais, ça suffit. » Diplôme d'avocat en poche, Vladimir Ulyanov part pour Saint-Pétersbourg, où il est rapidement accepté dans les cercles révolutionnaires. Il y rencontre une jeune militante, Nadezhda Krupskaya, noble mais pauvre, qui se consacre à l'éducation ouvrière. Elle sera la compagne de toute sa vie. Devenu marxiste, le futur Lénine, en 1895, part pour la Suisse rencontrer Georges Plekhanov, le grand introducteur de Marx en Russie. Un témoin note la brutalité, la cruauté, la passion du pouvoir de ce jeune homme de 25 ans. Lénine a lu ces penseurs russes qui doutent de pouvoir appliquer à une Russie sans bourgeoisie et sans prolétariat le schéma marxiste. Capitalisme, révolution bourgeoise, prise de conscience du prolétariat et révolution prolétarienne. Pour le moment, Lénine collabore avec Plekhanov et ses amis. Il est un marxiste apparemment orthodoxe. C'est un marxiste, donc qui a une vision du déroulement de l'histoire et qui voit les événements toujours en fonction de ce déroulement de l'histoire. Par exemple, quand il y a une famine dans les années 1890 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus la date exacte, eh bien il dit la famine, finalement, c'est bien, parce que ça va chasser les paysans des villes, donc il y aura une classe ouvrière, donc la classe ouvrière, ce sera le nouveau groupe social qui fera la révolution. Donc voilà l'aspect positif, n'est-ce pas, d'une famine. En 1902, Lénine publie Que faire, manifeste du marxisme-léninisme. Pour lui, la classe ouvrière est incapable d'accéder à la conscience politique si elle n'est pas guidée par une élite de révolutionnaires professionnels. Thèse inacceptable pour les marxistes orthodoxes, d'où scission du Parti social-démocrate, d'un côté les orthodoxes mencheviks, de l'autre les bolcheviks de Lénine. Plekhanov, qui était un bon marxiste classique, et Kautsky, qui était aussi un bon marxiste classique, considéraient Lénine comme étant, je ne sais pas, soit un idiot, soit un fou. Mais en tout cas, ils comprenaient parfaitement que ce qu'il faisait était très éloigné de ce que l'on considérait comme étant le marxisme. On remarque au passage que le parti de Lénine, dès le départ, était radicalement différent. Dans leur pire cauchemar, les sociodémocrates de la vieille Europe n'auraient pas imaginé un comportement comme celui de Lénine au sein du parti, car des principes comme les siens auraient condamné le parti à perdre n'importe quelle élection. Lénine avait dit dès le départ qu'il n'était possible d'accéder au pouvoir que par la révolution. « 1904, le tsar, sûr de la victoire, déclare la guerre au Japon, qui va lui infliger défaite sur défaite jusqu'à une paix humiliante.
1905, c'est l'année de la révolution avortée, matée par la répression. Après une grève à Saint-Pétersbourg, une foule suppliante et pacifique veut remettre à son tsar bien-aimé une pétition appelant à des réformes. Nicolas II refuse de les recevoir et fait tirer sur la manifestation. On ramasse des centaines de cadavres. C'est le dimanche sanglant, le dimanche rouge du 9 janvier. La manifestation était menée par le pope Gapone, à la fois sincère défenseur du peuple et agent de l'Okhrana, la police secrète. Gapone va crier « Il n'y a plus de Dieu ni de tsar ». Dans l'agitation révolutionnaire des mois suivants, se crée le premier soviet. L'État ne sait répondre que par la violence. Image symbolique, cette célèbre scène des escaliers d'Odessa dans le cuirassé Potemkin. Il y aurait eu 2000 morts à Odessa. Pour le peuple, le tsar est tombé de son piédestal. Devant la grève générale et les révoltes paysannes, le tsar va devoir céder. En 1905, il a été obligé une fois. Il a été obligé d'accorder une constitution qui a été la constitution de 1906. Par la suite, il y a eu une Douma, une assemblée, etc. Et il ne s'est jamais pardonné cette concession. Le tsar avait le droit de dissoudre la Douma chaque fois qu'il le voulait, chaque fois qu'il la trouvait trop contestataire. Et il le fit à plusieurs reprises. Il y a eu une période libérale très courte qu'on a de la Douma. Et à ce moment-là, bon, on pensait que il y avait les libéraux, comme qu'on appelait les cadets, les Kadiets, KD, un jeu de mots constitutionnel démocrate, qui était un peu le parti des parents de Nabokov. Bon. Et puis il y avait des socialistes, eux, qui voulaient renverser le régime. Mais il ne faut pas oublier qu'avant 14, la Russie était en plein essor. Il y avait eu les fameux empereurs russes qui commençaient à industrialiser le pays. Et il y avait un essor dans tous les domaines, le domaine artistique. Il y avait de la musique, de la peinture, etc., de la poésie. C'est une période foisonnante. Par contre, effectivement, l'appareil d'État était mauvais, était corrompu. Le tsar était un type de bonne volonté, mais faible, manipulé par une camarilla ultra-réactionnaire. En 1906, le tsar choisit un premier ministre de qualité, Stolypine. À la fois homme à poigne, il y eut des milliers de condamnations à mort entre 1906 et 1909, et homme de réforme, qui voulait transformer les paysans en petits propriétaires pour désamorcer des velléités de révolution. Mais Stolypine est assassiné en 1911. En ces années d'avant 1914, tout le monde en Russie voit venir un grand bouleversement dont 1905 a été le signe annonciateur, mais sans imaginer si c'est très proche ou très lointain. Le délabrement du régime est trop évident, la montée des mécontentements des oppositions trop visible. Mais en face, il y a les progrès du pays en train de rattraper son arriération et surtout la puissance de l'ordre militaire et policier. En Russie, la révolution de 1905 à 1917, ça a d'abord été un conte de fées. Et puis d'un coup, on voit que cet élément merveilleux recelait une force colossale. La révolution était un oiseau de feu. Et si l'on veut penser à la mentalité d'alors, ce n'est pas par hasard que le ballet de Stravinsky, L'Oiseau de feu, apparaît à l'époque révolutionnaire. Cet oiseau merveilleux, tout le monde l'appelait de ses voeux. Évidemment, chacun le voyait à sa manière. Mais tout le monde comprenait que, premièrement, tout allait radicalement changer. Deuxièmement, qu'il n'y aurait plus de tsar. Et puis, troisièmement, je le répète encore une fois, l'influence du marxisme était importante et prise très au sérieux. Mieux parfois qu'un historien, un poète peut saisir l'atmosphère d'un lieu et d'une époque. Ainsi le Saint-Pétersbourg des années du début du siècle, dans les vers de ce génial visionnaire, Alexander Blok. Face à l'horizon rougissant, une ville blême agonise. Le ciel immerge dans le sang son grand corps, fait de pierres grises. Tout est noyé dans le couchant, les vitres et les murs d'usine. La mèche de cheveux mutine, un vieux manteau, rouge et luisant. Le portier d'un rouge vineux répand des seaux d'eau pourpre au soir, et la rôdeuse du trottoir balance des hanches de feu.
Dans le clocher à la volée, la cloche bondit, rugissant, qui nous tire comme endiablés, sa sonore langue de sang. C'est le complexe de l'amour du peuple développé par l'élite intellectuelle russe. C'est le complexe de culpabilité de l'intellectuel, ou plutôt de la couche sociale privilégiée qui a accès à tout. L'éducation, le divertissement, la nourriture à foison, etc. Contrairement à cette énorme masse de population russe qui se chiffre en millions et qui n'avait tout simplement pas accès à tout cela. En comparaison avec les pays européens développés, la quantité de gens qui recevaient une éducation et qui savaient lire était étonnamment faible, vraiment. Cette attente de la fin du monde était typique de la noblesse en train de disparaître. Elle était présente chez Bloch, qui, lorsqu'il a appris la tragédie du Titanic, a écrit avec joie dans une lettre « Alors, l'océan est vivant ». C'est ce terrifiant amour pour le trépas dont il parlait, et l'espoir que tôt ou tard surviendrait un ouragan dévastateur qui emporterait tout, et sans pitié. Bien sûr, ce n'est pas Lénine qui a écrit le cycle poétique « Le monde terrible ». C'est Bloch. Mais tous les traits du poème, par exemple les foules de morts-vivants qui se promènent dans les rues, c'est tout à fait proche de Lénine. De tous les intellectuels de l'avant-garde russe déjà liés aux bolcheviks au temps du tsarisme, nul, après la Révolution, ne joua un rôle aussi important que Lunacharsky, nommé par Lénine commissaire à l'éducation et à la culture. Lunacharsky était actif depuis 1909-1910 au sein d'un groupe littéraire et d'un périodique Vorwärts, Progrès. C'est à ce moment-là, avec son ami Bogdanov, qu'il a posé les fondements du Proletkult, de la culture prolétarienne. Dans ce groupe, auquel Maxime Gorky appartint un certain temps, ainsi que Bazarov, il pensait aussi, depuis 1909-1910, que le travailleur russe doit s'accomplir par la révolution et doit créer une culture qui l'exprime. Non pas imiter la culture bourgeoise et faire la même chose, mais créer une culture à lui. Le tsar Nicolas II, reconnaissable à son brassard noir, au milieu des officiers de la cour. Il n'était pas fait pour cette charge, et sans doute le savait-il. Il était fataliste, silencieux, prodigieusement têtu et très croyant, sans doute moins concerné par les affaires de l'État que par la santé de son fils hémophile. Il savait avec une certitude absolue que ses sujets lui devaient adoration et obéissance, riches ou misérables, nobles paysans ou ouvriers. Son premier devoir était de préserver l'autocratie. C'était l'ordre des choses pour le plus grand bien de la Russie. Aucun changement, aucune révolte n'était tolérable ou imaginable. D'ailleurs, pourquoi changer ? La Russie était un des États les plus puissants du monde, qui avait résisté aux défaites et aux agitations, sans céder à ces chimères de réforme qui l'auraient transformé en monarchie constitutionnelle. Nicolas II savait de son peuple ce que ses ministres lui en disaient et ce qu'il en voyait quand on se prosternait sur son passage. Et il n'y avait pas que le tsar pour penser que si beaucoup de choses avaient changé, c'était surtout pour que rien d'essentiel ne change. Lénine, en 1913, il écrit dans un texte passionnant que tout le monde ignore, qui s'appelle La Nouvelle Démocratie, 1913, c'est-à-dire à la veille de la guerre. Il regarde l'état de la Russie et il dit la Russie se transforme très vite et si nous n'intervenons pas, eh ben, le temps de la révolution sera passé. C'est exactement le raisonnement des terroristes de 1881, c'est-à-dire qu'il y a en Russie toujours, depuis le 19e siècle, une compétition entre réforme ou terrorisme pour aller vers la révolution. C'est-à-dire qu'il y a un refus dans l'intelligentsia. Ce n'est pas la classe paysanne, mais ce sont les élites. Il y a un refus systématique d'une transformation qui puisse venir de la monarchie elle-même. La répression d'une grève en 1912 fit 270 morts. Le ministre de l'Intérieur déclara « Il en a été ainsi et il en sera ainsi à l'avenir ». Début 1914, il y a 1 million de grévistes dans le pays. La Pravda, bolchevique, est le journal le plus lu par les ouvriers de Saint-Pétersbourg. Ce qui est curieux, c'est que Lénine pensait qu'en 1914, à quelques semaines avant la déclaration de la guerre, il est en vacances dans les Carpates, il dit
il n'y aura pas la guerre, Nicolas Chat nous fera pas ce cadeau, Nicolas nous fera pas ce cadeau, il est pas assez fou parce que il va la perdre cette guerre et là à ce moment-là il nous donne notre chance. C'est quand même incroyable. Et avant de partir à Zurich, il disait encore nous les vieux on verra pas la révolution, vous les jeunes vous la verrez, vous voyez. Le 1er août 1914, la Russie entre en guerre aux côtés de la France et de l'Angleterre contre la coalition qui unit l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Turquie. Le tsar est solidaire des Serbes et des minorités slaves. Il rêve de conquérir Constantinople et les Détroits. Soulevé par un grand élan patriotique, auquel ne s'opposent que quelques-uns des révolutionnaires en exil, dont Lénine, la Russie commence par des victoires. Mais très vite, les désastres s'accumulent. La Russie n'a pas les moyens de mener cette guerre nouvelle, totale, longue. L'énorme armée russe va très vite manquer d'armes, de munitions. Elle n'avait prévu que 3 mois de stock. Les moyens de communication sont défaillants. L'alimentation des grandes villes n'est plus assurée. Le tsar décide de partir au quartier général loin de la capitale pour diriger l'état-major où sa présence n'est ni nécessaire ni souhaitée. Nicolas II laisse le pouvoir aux mains de sa femme, la tsarine, à qui on reproche ses origines allemandes et surtout qui est sous la coupe d'un étrange moine, Raspoutine. Dépositaire de l'autocratie, ces deux-là gouvernent à leur guise, avec des ministres réactionnaires, incompétents et impopulaires, pour le plus grand mécontentement de la cour, de la classe politique et du pays. Le pouvoir absolu de Raspoutine sur la famille impériale tenait, dit-on, à son aptitude mystérieuse à arrêter les crises d'hémophilie du tsarévitch, le fils de Nicolas II, le seul, l'héritier du trône. Des complots s'amorcent, qui visent à l'éviction du tsar et son remplacement soit par le tsarévitch avec un conseil de régence, soit par un autre membre de la famille impériale. Tout cela, principalement pour faire disparaître Raspoutine, accusé, entre autres, de sympathie pro-allemande. Ces avertissements sur la guerre étaient... Il avait 2 types d'avertissements. La guerre est dangereuse, et le second type d'avertissement, c'est si je suis assassiné, si c'est une personne ordinaire qui m'assassine, la famille impériale n'en pâtira pas, mais si c'est un membre de la famille impériale, quelqu'un qui touche la famille impériale, toute la dynastie sera à jamais éliminée et mourra d'une façon tragique. En décembre 1916, Raspoutine est assassiné par le prince Yusupov, apparenté à la famille impériale, avec l'aide du grand-duc Dimitri, neveu du tsar. Hiver 1916, le 3e de cette interminable guerre. Au front comme à l'arrière, la Russie n'en peut plus. 16 millions d'hommes, 16 millions de paysans soldats ont été jetés dans la bataille. On ne compte plus les tués, les blessés et les prisonniers par milliers, mais par centaines de mille. Il n'y a plus assez d'officiers de réserve pour remplacer les disparus. Les bénédictions des popes ne remplacent pas les armes et les munitions, que ni les usines russes ni l'aide des alliés, bien faibles, n'arrivent à fournir. Des divisions entières sont anéanties par les bombardements allemands sans avoir un obus pour répliquer. On charge à la baïonnette contre les mitrailleuses. À l'arrière, les usines travaillent à 80% pour l'armée. Les paysans sont à la guerre et les récoltes réduites n'arrivent plus dans les villes faute de transport. C'est la pénurie de tout, la hausse des prix, les grèves, la répression, seule activité où l'État excelle encore. Quant au moral de l'armée, les agitateurs révolutionnaires et les provocateurs allemands s'occupent de ce qui en reste. En 1917, le front russe a été frappé par une maladie qu'on a appelée fraternisation. On n'avait jamais vu ça sur le front ouest. Le contre-espionnage allemand tentait de démoraliser les soldats des premières lignes de l'armée russe. Les officiers du contre-espionnage étaient envoyés pour fraterniser. Ils endossaient l'uniforme des soldats autrichiens et allemands, et si l'effectif du contre-espionnage n'y suffisait pas, on utilisait de vrais officiers, parmi les plus jeunes. Ils allaient au front avec des cadeaux. Dans les instructions de ces agents allemands, on indiquait qu'il fallait se munir de schnapps et de saucissons. Et quand ils arrivaient au front, ils disaient aux soldats russes « Ivan, viens voir, buvons ensemble, parlons de la vie qui nous attend ». Les soldats quittaient les tranchées pour fraterniser, boire un coup, manger un morceau. La vie dans les tranchées leur était insupportable. Ils fraternisaient. La première question que les agents allemands posaient aux soldats russes était « Ivan, tu vas le supporter longtemps, ton tsar Nikolashka ?» La guerre est en train de réussir là où tous les révolutionnaires avaient échoué. On peut lire dans un rapport de police de janvier 17, « Le prolétariat est au bord du désespoir,
la plus petite explosion peut conduire à des émeutes incontrôlables avec des dizaines de milliers de victimes. Imaginez que vous roulez en montagne, sur une route sinueuse, avec des tournants serrés, une route mouillée. Dans la voiture est assis un proche, votre mère ou vos enfants. Et soudain, en passant un virage serré, vous comprenez que le chauffeur est fou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rester assis tranquillement? Essayer de calmer le chauffeur pour qu'il vous conduise à un endroit moins dangereux? Ou bien essayer de lui arracher le volant des mains immédiatement? C'était la position, la situation dans laquelle se trouvaient de nombreux libéraux russes dans les années de la Première Guerre mondiale. Ils considéraient le gouvernement comme fou, ses décisions comme insensées. Mais ils pensaient que dans une telle situation, leur marge d'action était limitée. C'est une période où une grande partie de la population a perdu la foi dans le destin de la Russie comme pays élu de Dieu. Il y a aussi le fait que la guerre arrache une quantité de gens à leurs terres. En plus, elle leur procure des armes. Mais elle ne fait pas que leur donner des armes. Elle leur apprend comment s'en servir. Je pense que presque tout le monde serait d'accord pour dire que sans la guerre, la révolution n'aurait pas eu lieu. En décembre 1916, la poétesse russe Zénaïda Hippius écrivait « Nous sommes coupés du front par l'effrayante impuissance du chaos de l'arrière. Il est trop tôt pour la révolution, trop tard pour les réformes, pas d'issue. Si nous ne faisons rien, quelque chose se fera de soi-même et sa face est obscure. » Février 1917, en une semaine, l'empire des Romanov va disparaître. Le 23 février, journée internationale des femmes, il n'y a plus de farine, les boulangeries sont vides, les ménagères manifestent, suivies de milliers d'ouvriers en grève ou en chômage technique. Les jours suivants, c'est la grève générale. 150 000 personnes sont dans la rue, sans grosse réaction des forces de l'ordre. Une émeute ordinaire, pensent les autorités, et comme le dit alors un chef bolchevique, donnez aux ouvriers une livre de pain et la grève s'arrêtera. Le tsar du quartier général ordonne de rétablir l'ordre par la force. Armée et police vont tirer, et le 26 février, il y a 150 morts. Dans la nuit, les soldats se révoltent. Le 27 au matin, ils tirent sur leurs officiers et rejoignent ce qui devient une révolution. Soldats et peuples à qui on a distribué les 100 000 fusils de l'arsenal s'emparent de la ville. Petrograd est rouge. Rouge par les brassards, les rubans, les drapeaux. Rouge dans un mélange d'allégresse et de violence. Il y aura 1500 morts. Moi, j'habitais l'hôtel Astoria. Je ne sais plus de laquelle des journées révolutionnaires. Je dînais dans la grande salle du bar. Et puis, à un certain moment, on a entendu dans le lointain un grondement tout à fait inusité. Un grondement très vague, mais fort en même temps, qui semblait s'approcher, peut-être était-ce une illusion. Eh bien, c'était le grondement de la Révolution. C'était la musique de la Révolution, aurait dit Alexandre Blok. Quand dans une société, durant une longue période, il n'y a plus aucun contact entre le pouvoir et la couche sociale intellectuelle, surtout quand le pouvoir, par le biais de ses idéaux, se sépare de tous les talents, parce que le talent est suspect, quand le pouvoir s'enferme ainsi dans un cocon, en se mettant à l'écart de toutes les influences extérieures et en croyant sincèrement qu'il diffuse des vérités divines, alors il s'accumule dans la société une quantité effrayante d'énergie indépendante et négative. Cette énergie négative augmentait comme dans un réacteur nucléaire. C'était bouillant, sous pression. Et finalement, ça a fait sauter le couvercle, comme ça s'est produit plus tard à Tchernobyl. Quand la même situation dans l'Union soviétique a conduit à ce que vous savez, le couvercle du réacteur a sauté à 30 mètres de haut. Le socialiste Kerensky va émerger comme l'homme fort de cette révolution de février, dont les politiques comme lui s'étaient méfiés au début, faute d'en avoir été les initiateurs. Les grands leaders des partis révolutionnaires étaient alors tous en exil.
Kerensky, membre de la Douma, fut un des fondateurs du Soviet, cette assemblée qui représente directement le peuple sur le modèle du Soviet de 1905. Comment s'est organisé le Soviet de Pétrograd? Le pouvoir s'est créé à partir de rien. De rien. En un jour, se sont réunis dans le palais de Tauride quelques dizaines d'intellectuels radicaux, qui se connaissaient entre eux pour la plupart. Ils ont mis en place leurs députés, Kerensky en premier lieu. Ils ont discuté, obtenu des locaux, et se sont adressés aux travailleurs. Les gars, choisissez vos députés. Voilà comment est né le Soviet de Pétrograd et le nouveau pouvoir. La Russie vient de se donner deux pouvoirs parallèles. Le gouvernement issu de la Douma, qui représente toute la Russie, et le Soviet de Pétrograd, beaucoup plus radical, mené par des militants révolutionnaires, et où soldats et ouvriers donnent de la voix. Le seul membre du Soviet à faire partie du gouvernement, en attendant de le diriger, est le très éloquent et très populaire Kerensky. La première révolution de février est une révolution où il y a tous les éléments critiques, aussi bien les bolcheviks, les mencheviks qui sont des socialistes qui n'aiment pas la manière de Lénine, le style de Lénine. Il y a les socialistes révolutionnaires qui ont pratiqué le terrorisme et qui sont en partie marxistes, mais qui sont des libertaires et qui s'appuient davantage sur les paysans. Le gouvernement provisoire a tout de suite proclamé sa volonté de continuer la guerre, de respecter les accords avec ses alliés. Il est immédiatement reconnu comme légitime, en premier par les États-Unis et leur ambassadeur. Le gouvernement du tsar a totalement disparu, ses membres sont en fuite ou arrêtés. Le peuple est tout à sa joie de voir disparaître le despotisme, et dans un désordre extraordinaire de liberté, s'exprime, dit et écrit ses désirs pour des réformes radicales dans tous les domaines. Droit du travail, droit à la dignité des personnes, contrôle d'ouvriers dans les usines, liberté de la presse, tout ce qu'il n'a jamais eu. On dit que Lénine, à Zurich, s'intéressait alors vivement à la possibilité d'une révolution en Suisse. C'est en lisant les journaux que, stupéfait et avec quelques jours de retard, il découvre ce qui se passe en Russie. À Pétrograd, on abat les emblèmes tsaristes. Mais tout le monde est inquiet, attend la réaction du tsar. Au quartier général, à 700 km de Pétrograd, Nicolas II ne savait rien vraiment de ce qui se passait. Les nouvelles lui arrivaient, contradictoires, rassurantes ou inquiétantes. Il les lisait distraitement, inconscient de la gravité des événements. Le 27, il a décidé de partir pour la capitale sans savoir que la ville était passée entièrement aux mains des révolutionnaires. Il envoie, pour le précéder, un gouverneur avec plein pouvoir pour rétablir l'ordre. Le général Ivanov, qui a déjà maté des émeutes par sa seule autorité naturelle, sans faire couler de sang, juste en regardant les mutins fixement et en leur disant d'une voix ferme « à genoux ». Le général Ivanov va aller vers Pétrograd et en allant vers Pétrograd, il croise un train de soldats qui arrivaient de la capitale et qui étaient mutinés. Et le général Ivanov, courageusement, va dans le train des mutinés où il apprend que ce qui s'est passé à Pétrograd, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croyait. Et comme il n'a qu'une seule stratégie dans sa tête, il dit à tous les soldats « à genoux ». Évidemment, tout le monde rigole et personne ne se met à genoux. Et il dit « à genoux ». Et alors, à ce moment-là, le mécanicien qui a compris de quoi il se passait, ce qui se passait exactement, met sa locomotive en marche et emmène le général dans l'autre direction, qui continue à crier à genoux, et il ne s'est rien passé. Le train du tsar, lui, n'arrivera jamais à Pétrograd. Certaines voies sont bloquées, d'autres signalées comme inutilisables, des ponts auraient sauté. La suite du tsar décide de se diriger vers Pskov, à 300 km de la capitale, où se trouve le quartier général du front nord. Le train roule toute la journée. À Pskov, un tas de dépêches attendent Nicolas II. Il commence par dîner, avant de lire le récit de la victoire totale des révolutionnaires.
Comment ça se passait, le Tsarsky? Mon grand-père avait pratiquement la plus grosse paye qu'on peut avoir dans les chemins de fer. 50 roubles par mois. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se trouvait dans le Tsarsky, le train qui transportait le fameux tsar. Les autres conducteurs recevaient moins. Les travailleurs ne touchaient que 15 roubles par mois. Il était d'accord avec la Révolution. Pourquoi? Parce qu'il régnait une grande injustice à cette époque-là. On faisait ce que l'on voulait du peuple. Il n'existait pas de loi proprement dite comme on en a eu après la Révolution. Après, c'est devenu plus facile pour lui. Il travaillait encore, même après la Révolution, mais beaucoup moins. La révolution est une bonne chose. Maintenant, il faudrait en refaire une. Pas pour faire une démocratie, mais pour que ce soit comme c'était en Union soviétique, et plus comme c'est maintenant. Maintenant, c'est pire. C'est plus dur. Pour moi, en tout cas, c'est peut-être l'âge. Les jeunes ne le sentent pas, d'accord. Mais nous, les vieux, on sait que c'est pire. À Pskov, le tsar a commencé par refuser de reconnaître comme légitime le gouvernement provisoire issu de la Douma. Et il juge que Dieu le lui interdit, puisqu'il a juré fidélité au gouvernement tel qu'il existait depuis ses ancêtres. Donc il ne peut pas céder, et plutôt que de céder, il décide d'abdiquer. Mais il pense que le trône va passer à son fils, ou à son frère. Et c'était cette négociation qui a lieu avec les représentants du Parlement, de la Douma, de la Douma qui sont là. Et là, d'une certaine façon, ces parlementaires qui sont des grands bourgeois hostiles à une vraie révolution, mais d'accord avec la passation du trône d'un personnage à un autre, puisque Nicolas II est discrédité, ils espèrent que l'héritier va prendre le pouvoir. Mais quand ils arrivent dans la capitale avec cette lettre qui témoigne de son abdication et qu'il donne la succession à son frère ou à son fils, c'est selon, n'est-ce pas? Tout le monde s'insurge et a lieu le fameux proverbe russe, radis blanc égale radis noir, c'est la même chose, on ne veut plus de souverain, on veut la République. Et c'est ainsi que finalement le tsar va être arrêté et ensuite enfermé dans son palais. L'état-major, la plupart des chefs militaires, ont poussé fermement Nicolas II à l'abdication, car ils avaient perdu toute confiance en lui. Peut-on pour autant parler d'un complot? Il s'agit d'une conspiration, aucun doute sur la question. Le tsar est invité à discuter la situation sur le front et à l'intérieur du pays. Et là, les aiguillages ne fonctionnent pas. Son train n'est envoyé vers aucune armée en fonction où il aurait pu trouver de l'appui. Il reste dans le district militaire de Mogiliev où il n'y a personne à part les officiers et les troupes sous leur commandement direct. On lui parle, il demande l'autorisation de s'adresser au commandant des fronts, mais il n'est pas autorisé à le faire en personne. Il envoie un télégramme. Il reçoit une réponse avec la signature d'Ivanov, et ainsi de suite. Tout le monde souhaite son abdication. On entend certains dire des choses comme « Nous aimons beaucoup notre empereur, nous sommes prêts à continuer à nous battre sous son juste commandement, mais il serait tout de même bon qu'il abdique. » Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un coup d'État? Les Russes, les habitants de Petrograd surtout, se sentent totalement libres, une liberté conquise, et pense-t-il pour toujours. L'abdication de Nicolas II, celle du successeur qu'il s'est donné, son frère Michel, ont mis un terme définitif à l'histoire des Romanov. Les prisons se sont vidées pêle-mêle des politiques et des droits communs. Un homme à la barbe blanche est trop heureux pour ne passer qu'une seule fois devant la caméra. Kerensky, qui pose ici avec celle qu'on appelait la grand-mère de la Révolution,
est un homme clé du moment, à la fois membre du gouvernement issu de la Douma et vice-président du Soviet, les deux pouvoirs antagonistes. Le Soviet, émanation directe du peuple de Petrograd, et qui siège nuit et jour dans un climat de perpétuel happening, défend les intérêts des soldats et des ouvriers. Soviet et Douma se partagent le palais de Tauride, une aile chacun. Le gouvernement du prince Lvov rêve d'une démocratie à l'occidentale. Il se veut fidèle aux engagements pris avec les Alliés, continuer la guerre jusqu'à la victoire. Mais il est impuissant devant les décisions révolutionnaires du Soviet, par exemple le célèbre décret numéro 1 qui casse, au profit des soldats, les principes de respect, de discipline et d'obéissance absolue de règles dans l'armée. Quand le décret numéro 1 a supprimé les différences entre les officiers et les soldats, a eu lieu ce que l'on appelle un relâchement général de la discipline. On se trouvait dans des situations où des régiments entiers étaient ivres, demandaient au commandement leurs soldes, demandaient des vêtements, demandaient des équipements, de nouvelles bottes et à boire. Ils demandaient aussi que l'artillerie ne tire pas sur les tranchées ennemies, pour que les Allemands ne les attaquent pas en retour. En d'autres termes, c'était n'importe quoi. La même chose se produisait sur le front Est, par exemple dans l'armée française. Mais pour le commandement français, c'était très simple. Ceux qui ne respectaient pas la discipline étaient fusillés, point. Alors que chez nous, l'exécution d'un soldat qui ne respectait pas l'autorité était suivie d'une rébellion des comités de soldats. Le décret numéro 1 donnait aux soviets une autorité complète sur l'armée, en particulier sur les régiments stationnés à Petrograd, à qui on avait promis que, en échange des services rendus pendant la Révolution, ils ne seraient jamais envoyés au front. Promesse qui, plus tard, joua un rôle important. Au front, les hommes ne pensaient plus qu'à rentrer chez eux, à retrouver leur famille, leur terre. Il y a eu plusieurs millions de déserteurs, et le slogan « La paix, la terre » constituait la plus efficace arme de propagande et de recrutement des bolcheviks. À Saint-Pétersbourg, le Champ de Mars perpétue le souvenir du 23 mars 1917. Ce jour-là furent célébrées les funérailles solennelles des martyrs de février, des 1500 morts. Il n'y avait pas un seul pope, c'était le premier enterrement civil de l'histoire de la Russie. Selon certaines données, 1 million de personnes seraient passées à travers ce champ. 1 million. Si l'on tient compte du fait qu'à Petrograd, à cette époque, il y avait 2,5 millions d'habitants, plus d'un tiers des habitants étaient là. Mais si l'on compte ceux qui, d'une façon ou d'une autre, participaient à cette marche, mais qui n'ont jamais rejoint le Champ de Mars, il apparaît alors clairement que la majorité des citoyens y a participé. En fait, c'était une des plus importantes manifestations de l'histoire de la Russie et une expérience dramatique pour le peuple. La foule était unanime pour saluer ceux qui avaient sacrifié leur vie pour la liberté contre le despotisme. Mais ce moment d'émotion partagée masquait des divergences insurmontables entre partisans de la guerre pour arrêter la révolution et partisans de la paix à tout prix, voire de la défaite pour hâter la révolution. Entre ceux qui attendaient la démocratie grâce à des élections pour une assemblée constituante et les autres qui proclamaient tout le pouvoir aux soviets. Bientôt, quelqu'un aura la volonté et la force d'effacer ces contradictions, ce désordre, cette anarchie. C'est Lénine. Lénine sur le chemin du retour en avril 17 à Stockholm. Il voulait rentrer en Russie à tout prix. À la suite d'obscures tractations, les Allemands mirent à sa disposition le fameux wagon dit plombé pour aller de Suisse en Suède en traversant l'Allemagne. Pour l'état-major allemand, l'influence, l'action d'un défaitiste aussi convaincu que Lénine, chef d'un parti non moins résolu, valait de l'or. Ce qui ne fait pas de Lénine un espion allemand, mais seulement un allié objectif. La réception à Petrograd fut presque aussi grandiose que la vision qu'en donne Eisenstein. Et Lénine ne déçut pas les Allemands. Il attaqua violemment le gouvernement russe, tous les partis dits révolutionnaires et leurs chefs. Il condamna la guerre impérialiste,
favorable à la paix sans annexion, en rêvant de la guerre civile européenne et de la révolution mondiale. Il stupéfia même ses partisans par son opposition absolue à toute alliance, décidé à se battre contre tout le monde, y compris, quand il le fallait, les bolcheviks. Il est vrai que Lénine est souvent minoritaire dans son propre parti, ou du moins au bureau de son propre parti, et que dès avril, quand il arrive, eh bien, il stigmatise ceux qui avaient jugé qu'il fallait participer, pas au gouvernement de Kerensky, mais au moins le soutenir politiquement. Et ceux-là, c'est-à-dire à l'époque Kamenev, même Staline, à cette époque, qui ne joue pas un rôle très important, mais qui existe quand même dans le bureau, eh bien ceux-là jugent que Lénine exagère, il va trop loin, n'est-ce pas? Or, c'est Lénine qui sent mieux l'exaspération populaire qui exige une révolution totale qui ira jusqu'à l'armistice et la paix séparée s'il le faut. Bon. Donc, comme il voit clair, même s'il est minoritaire, peu à peu, on se rapporte à lui. Le gouvernement a confirmé secrètement aux Alliés sa volonté de continuer la guerre. Très vite, le secret s'évente et Petrograd descend une fois de plus dans la rue. Au mot d'ordre bolchevique, démission du gouvernement, tout le pouvoir aux soviets, répondent des Lénine espions allemands. La ville, le pays sont au bord de la guerre civile. Tensions entre patrons et ouvriers, occupation de terres, revendications nationalistes des peuples non russes, tout cela se multiplie. Les partis socialistes membres du Soviet rentrent au gouvernement, mais pas les bolcheviks, qui deviennent le seul parti d'opposition intransigeant sur ces mots d'ordre du pain, la terre, la paix, et donc de plus en plus populaire. D'abord, les ouvriers étaient particulièrement fiers. Nous avons fait la révolution de février. Nous avons chargé des soldats armés de baïonnettes. Alors logiquement, on devrait peut-être avoir plus de droits que les autres après la révolution. Deuxième point, ils étaient organisés politiquement, mieux que n'importe quel autre groupe. Les ouvriers avaient les soviets, des députés, des travailleurs, des unions professionnelles, des syndicats dans les entreprises qui contrôlaient la situation. Il y avait des organisations culturelles, une milice des travailleurs et la Garde rouge. Ils étaient très organisés. Souvent, une personne pouvait être membre de plusieurs organisations à la fois. En attendant de devenir Premier ministre à la place du trop conciliant prince Lvov, Kerensky est ministre de la guerre. Le 18 juin, il lance une grande offensive qui en 2 semaines se termine en déroute. 400 000 hommes sont hors de combat. Le 18 juin, dans la rue, les bolcheviks crient à bas l'offensive et Lénine proclame « Notre parti est prêt à tout moment à prendre le pouvoir entre ses mains ». Kerensky avait voulu provoquer un grand sursaut national pour défendre les conquêtes de février. La défaite lui fait perdre tout ce qui lui reste de soutien populaire. Et le gouvernement, c'est-à-dire celui du prince Lvov ou celui de Kerensky, au fond, c'était un gouvernement qui prenait des décisions au niveau international, de négocier avec les Anglais, un armistice peut-être ou pas, de ceci, cela, mais qui dans la vie quotidienne des gens n'avait plus d'efficience. Et pourquoi? Parce que ce que demandaient les gens les 40 heures, on ne voulait pas les donner les 40 heures, parce que si on les donnait tout de suite, les usines ne travailleraient plus et on n'aurait plus assez de canons pour lutter contre les Allemands. Donc ce pouvoir par en haut n'avait pas d'efficience, alors que le pouvoir par en bas, c'était la réalité de la société. Et ce que les bolcheviks ont su faire, c'est greffer ces comités de quartier, ces soviets, etc., sur leur parti et de mettre des bolcheviks dans tous ces comités que peu à peu ils ont contrôlés. Maxime Gorky, le plus célèbre écrivain russe de son époque, anti-tsariste convaincu, avant 17, il soutenait financièrement Lénine et le parti bolchevique. Mais il aimait passionnément sa patrie et ne pouvait accepter, selon ses propres termes, de voir une révolution asiatique déferler et détruire la Russie. Gorky n'avait rien d'un noble. C'était un représentant non pas du prolétariat en général, mais des ouvriers.
Son grand-père était le superviseur d'un atelier de peintre en bâtiment, de ces entreprises qui ne changent pas au cours du temps. Il était grand connaisseur et collectionneur de vases chinois, de porcelaine chinoise. Il aimait les livres, non pas seulement en tant que source de connaissances, mais comme œuvre d'art. Il adorait les meubles sculptés, la soie et les beaux bibelots. Pour lui, tout cela, c'était la culture. Évidemment, la destruction de la culture était une tragédie pour lui. Et quand il a vu le contenu réel de la révolution, il a adopté l'attitude d'un intellectuel effrayé qui lui allait mieux que celle du prolétariat. C'est comme ça que les pensées intempestives furent écrites. Après la Révolution, Gorky rejoignit le léninisme victorieux et plus tard encore la Russie de Staline. En 1917, il est clair que son attitude n'est même pas ambivalente. Elle est extrêmement anti-bolchevique, parce qu'ils considèrent qu'ils sont un culte et ne comprennent pas du tout ce dont la Russie a besoin, parce qu'en fait, ils les considèrent comme des étrangers. Il s'étend sur le fait qu'ils étaient tous à l'étranger. Ils n'étaient ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg, et ils n'arrivent qu'après. Par exemple, quand il parle de la manifestation du 18 juin, il dit « C'est la manifestation de l'impuissance des éléments loyaux. Seuls les bolcheviks ont manifesté. Je commence à les mépriser et à les détester. Quelle bande d'authentiques crétins russes !» La majorité de leurs banderoles appelait à la démission des 10 ministres bourgeois, alors qu'il n'y en avait que 8. Kerensky, bien des années plus tard, exilé en Amérique, n'avait rien perdu de son étincelante éloquence, de ses convictions ou de ses espoirs, à une époque où cela pouvait paraître chimérique. I am no prophet, but I know Russia, and I am sure that the democracy will win before long. Il était socialiste, mais pas marxiste. Il fut un des acteurs principaux de cette révolution de février. Il était meilleur révolutionnaire qu'homme d'État, plus doué pour la parole que pour l'action. J'entends par la fenêtre, au loin, un discours avec des applaudissements. Et ensuite, quand j'ai demandé qu'est-ce que c'est, on m'a dit mais c'est Kerensky qui parle. Et il parlait aux soldats avec sa fougue habituelle. Il leur faisait honte. Vous devez défendre les conquêtes de la Révolution. Vous défendez la terre que la Révolution vous a donnée, etc. Alors un soldat dit, la terre, mais si je suis tué, est-ce que je l'aurai la terre? Alors Kerensky l'a accablé de tout son mépris. Je ne sais plus en quel terme exactement, mais l'autre en est tombé comme mort. Juillet 1917, une tension extrême et Pétrograd toujours dans la rue. Le gouvernement veut envoyer au front les régiments stationnés dans la ville, comme par hasard ceux qui sont les plus proches des bolcheviks. Colère des soldats et des ouvriers, bientôt rejoints par les marins de Kronstadt. Plus impatients que leur leader, plus impatients que Lénine, pour une fois indécis, ils veulent tout de suite les pouvoirs aux soviets. Le gouvernement fait tirer sur la foule. Scène reconstituée par Eisenstein d'après des photographies d'époque. Puis l'état de siège est décrété, Lénine doit fuir en Finlande, des centaines de militants bolcheviks sont arrêtés, dont Trotsky. L'homme fort de la répression derrière Kerensky s'appelle Boris Savinkov,
aussi implacable dans sa haine des bolcheviks qu'il l'était contre les tsaristes, en chef terroriste des années 1900. En juillet, c'est pas le parti bolchevique qui a voulu prendre le pouvoir. Il y a eu un mouvement de masse et sincère à la suite de l'offensive, de l'échec de l'offensive. Mais alors, Savinkov a attribué aux bolcheviks la démoralisation de l'armée qui explique le désastre. Bon, car effectivement, la propagande bolchevique était très active depuis le retour de Lénine en Russie en 1917. Et alors, Savinkov aurait voulu une répression très très forte contre, mais Kerensky avait ce côté, les bolcheviks quand même, bon, c'est des camarades qui luttaient avec nous contre le tsar. Quand on regarde attentivement les rapports entre Lénine, je dirais, qui à partir du moment où il est rentré à Saint-Pétersbourg, occupe de plus en plus de place dans le paysage politique, et Kerensky, on s'aperçoit que Kerensky était fasciné par les bolcheviks, un peu comme on est fasciné par un serpent, et convaincu, au fond, qu'il ne pouvait rien. Et c'est ce qui explique la décomposition de son pouvoir, car il n'a réagi à rien du tout. Après la Révolution, les bolcheviks voulurent donner de Kerensky une image poussée au noir, faisant de lui, comme dans le film d'Eisenstein, un apprenti dictateur impérieux ou juste psychopathe et ridicule. Faut-il croire Kerensky quand il dit sans le putsch de Kornilov, il n'y aurait jamais eu Lénine. Kornilov, général républicain, il était peut-être le seul, fut nommé généralissime par Kerensky et selon un de ses prédécesseurs, il avait un cœur de lion et une cervelle de mouton. Il n'adhérait à aucun parti politique. On ne peut pas dire que c'était à proprement parler un ennemi des bolcheviks ou un ardent partisan du tsarisme. Il était pour la Russie, tout court. Il était pour que la Russie survive et continue la guerre. Pour que la Russie ne modifie pas ses accords avec les pays de l'entente. Pour qu'elle reste une alliée sûre et pour que le front Est continue d'exister. Il voulait que l'armée russe soit dynamique, qu'elle ne se désintègre pas. Au début, Kerensky et Kornilov étaient sûrement d'accord sur les mesures à prendre pour sortir l'armée et la Russie de l'anarchie. Mais, ambition contradictoire ou malentendu, cette entente ne dura guère. Kerensky et Kornilov voulaient tous deux chausser les bottes de Bonaparte. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Rappelez-vous la scène où les deux Bonaparte s'observent mutuellement et pratiquement s'entrechoquent front contre front. Ils ne se faisaient pas confiance, dès le départ. Kornilov se croit toujours en accord avec Kerensky, chef du gouvernement légal. Il a l'appui des forces de droite et du centre et croit qu'il va sauver la Russie. Mais Kerensky fait volte-face, démet Kornilov, bloque les troupes que le général envoie pour rétablir l'ordre dans la capitale. Kerensky a été retourné au dernier moment, était paniqué à l'idée que Kornilov, une fois maître de la ville, instaurait sa dictature personnelle. Et ça, Kerensky, que Savinkov surnommait la danseuse, il a capitulé. Et alors, quand les troupes de la division sauvage approchaient de Petrograd, au lieu de les accueillir, Kerensky les a dénoncés. Mais Kerensky a commis une erreur tragique. Pour triompher de Kornilov, il a dû demander de l'aide à toutes les forces révolutionnaires et donc aux bolcheviks, qui reviennent ainsi en force sur la scène politique après leur élimination en juillet. Octobre n'est plus très loin. Soit le camarade Kerensky travaillait pour nous, et son rôle était de transmettre le pouvoir, et dans ce cas, son comportement devient totalement compréhensible, soit nous devons admettre qu'après l'avancée de la révolution de février, est arrivé au pouvoir un homme dont les capacités intellectuelles, je ne saurais même pas à quoi les comparer. Disons qu'elle ferait passer George W. Bush pour un génie.
Lénine revient clandestinement de Finlande quelques jours après avoir écrit au comité central « Les bolcheviks peuvent et doivent prendre le pouvoir ». Il martèle le message. Si nous ne le prenons pas maintenant, l'histoire ne nous le pardonnera pas. Il sait le gouvernement de Kerensky discrédité, les Allemands aux portes de Petrograd, et ce n'est pas la préparation d'une assemblée constituante qui va redonner espoir à cette Russie agonisante. En février 17, vous aviez 1 million de déserteurs. En août 17, vous en avez déjà 2 millions. Le 24 octobre 17, il reste 1 jour de vivre à Petrograd, etc. C'est un pays qui est au bord de la famine, c'est-à-dire que l'ensemble des espoirs que devaient réaliser ceux qui sont au pouvoir après février 17 ont été déçus. Ça se marque par exemple par le fait que Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, qui était très populaire en mars 17, est à peu près unanimement détesté en octobre 17. Les bolcheviks étaient 23 000 en février 17, 100 000 en avril, 240 000 en août et 350 000 début octobre. À Petrograd, ils sont mieux organisés et mieux armés que n'importe qui d'autre. Mais certains membres influents du comité central ne veulent pas prendre les risques que Lénine, lui, est impatient de courir. En octobre, les communistes, les bolcheviks, sont déjà majoritaires dans les soviets. Donc ils pourraient prendre le pouvoir, sans insurrection. Seulement, Lénine juge qu'ils seront obligés de partager le pouvoir avec d'autres socialistes. Qui sont... Or, lui, il veut le pouvoir pour le parti, pour lui tout seul. Et du même coup, une insurrection aura l'avantage de donner un supplément d'armes et de force à ceux qui auront renversé le gouvernement Kerensky, pas de façon parlementariste, si j'ose dire, mais par la force. Et là, il l'emporte sur Kamenev, Zinoviev et les autres qui jugent que c'est pas la peine, ce qu'on veut c'est le pouvoir, c'est pas le pouvoir pour nous tout seuls. Donc chaque fois, il a une position extrême et chaque fois, les faits lui donnent raison, d'où son autorité absolue. Trotsky n'a adhéré qu'en 1917 au parti bolchevique. Il est président du Soviet. À cause de ses talents d'organisateur, Lénine le nomme responsable de toute la partie militaire de l'insurrection. Trotsky et son équipe au Soviet de Petrograd font sur le plan tactique un choix étonnant pour l'époque. Ils organisent un comité de guerre révolutionnaire. Le but de ce comité révolutionnaire est de protéger Petrograd. L'explication est la suivante. Nous ne pouvons pas confier la défense de Petrograd-la-Rouge, cette capitale révolutionnaire, aux généraux de Kornilov, proches de lui, et qui parfois travaillent tout simplement pour lui. Nous devons les contrôler. Ainsi, officiellement, le comité de guerre révolutionnaire se met en place pour la protection de la ville. Des commissaires sont envoyés dans les bataillons, et en fait, on concentre les forces en vue de la lutte pour le pouvoir, car le conflit pour le contrôle de la garnison de Petrograd est inévitable. À Petrograd, tout le monde sait que l'insurrection est imminente. La presse en parle même ouvertement, et chacun compte ses forces. Chez les bolcheviks, certains doutent du succès. Le 10 octobre, Lénine, après 10 heures de discussion, a arraché par 10 voix contre 2 un vote favorable à l'action immédiate. Le 16 octobre, autre séance, sur 21 présents, 6 votent pour le report. Mais Lénine a gagné. Trotsky, qui voulait attendre le jour d'ouverture du congrès des soviets, s'incline et transforme le siège des soviets, Smolny, en camp retranché. Kerensky, enfermé dans son palais d'hiver, attend. Il croit que c'est l'occasion d'écraser définitivement les bolcheviks, mais s'aperçoit qu'il ne peut pas compter sur la garnison de la ville, sauf quelques troupes fidèles, face aux gardes rouges ouvriers, aux Marienkronstadt et aux régiments qui ont choisi le camp révolutionnaire. Le soir du 24, selon le plan minutieusement préparé, les bolcheviks vont s'emparer sans coup férir de tous les centres stratégiques. Gares, télégraphes, postes, banques. Mais avant cela, il fallait que leurs troupes arrivent au centre-ville, donc passent par les ponts. Le soir, le gouvernement provisoire donne l'ordre de lever les ponts. Et c'est extrêmement important, car si les ponts sont levés, le centre de la ville se trouve coupé de certains quartiers ouvriers, y compris le quartier de Vyborg, citadelle des bolcheviks. Il est clair que c'est dangereux, alors arrive un contre-ordre, rétablir la circulation sur les ponts. C'est un combat qui se livre pour le contrôle des ponts, sans coup de feu ni effusion de sang. Et finalement, en une nuit, sans violence, les bolcheviks ont pris le contrôle total de la ville.
Et un beau matin, on a trouvé tous les points stratégiques de Petrograd occupés par des gardes rouges et des marins de Kronstadt, c'est-à-dire les éléments qui suivaient le plus docilement les bolcheviks, et Trotsky en particulier, car c'est lui qui a préparé les choses. De sorte que dans la rue, je n'ai vu justement qu'en passant devant le Palais Marie, où se tenait quelques jours avant le pré-parlement, j'ai vu qu'il y avait des marins, des postes de marins qui gardaient. J'ai dit, il y a du nouveau. Dans la mesure où tout ce qui représentait le pouvoir était à Saint-Pétersbourg, tout ce que les révolutionnaires avaient à faire était de s'emparer de Saint-Pétersbourg, parce qu'ils auraient alors entre leurs mains presque tout le pouvoir économique, politique et autres de Russie. Le coup d'État officiel a lieu le matin du 25 octobre, quand Lénine annonce la destitution du gouvernement, l'attribution du pouvoir au comité révolutionnaire, qui dépend formellement du soviet de Petrograd, mais qui est entièrement contrôlé par les bolcheviks. Le programme, paix immédiate, abolition de la propriété des terres, contrôle des usines par les ouvriers. Kerensky, quelques minutes plus tôt, a quitté le palais d'hiver dans une voiture de l'ambassade américaine, déguisé en officier serbe, pour aller chercher des renforts qu'il ne trouvera pas. Son dernier souvenir de Petrograd, un mur où il griffonnait, abat le juif Kerensky et vive Trotsky. Il reste un lieu à occuper, le palais d'hiver, siège du gouvernement, d'où les ministres de Kerensky n'ont pas bougé. Les troupes qui le gardaient ont disparu, sauf de jeunes officiers et le bataillon féminin de la mort, qui, au milieu de passants indifférents, préparent leur défense et dressent des barricades. Jusqu'à 6 heures du soir, sur le pont du palais, voisin du palais d'hiver, circulait un tramway. Une ligne de tramway y passait. Et en se basant sur le fait que tout cela continuait tranquillement, beaucoup de gens disent qu'il n'y a eu aucun soulèvement, que le palais d'hiver n'a pas été pris d'assaut. C'est évidemment faux. Il y avait des forces relativement importantes. Selon certaines sources, 2, peut-être 3000 défenseurs se trouvaient à l'intérieur du palais d'hiver au départ. Même s'il est vrai qu'au moment où les gardes rouges et les matelots ont pris d'assaut le palais, il n'y avait plus que 200 gardes au maximum à l'intérieur. L'infériorité numérique et l'inexpérience de ces derniers défenseurs du palais d'hiver leur laissaient peu de chance, sinon de résister courageusement et de disparaître, oubliés de l'histoire, sauf sur ces quelques images. Ils n'étaient pas du bon côté. De l'autre côté se trouvaient concentrées des forces relativement importantes sur la place. Plusieurs milliers, selon certaines données, 10 000. La prise du palais d'hiver commença le 25 octobre vers 23 h et fut terminée aux alentours de 2 h du matin. Malgré la preuve par Eisenstein, en réalité, ce fut un envahissement plus qu'un héroïque combat, et il n'y eut aucun mort du côté des assaillants. Le bâtiment était soumis à un feu d'artillerie qui venait non pas de la ville, mais de la forteresse Pierre et Paul, et du côté du portail de l'état-major général. Certains obus n'arrivaient pas au palais d'hiver, car ces types ne savaient pas bien tirer. Certains ne savaient même pas tirer du tout. Mais certains ont atteint leur cible. Il y a eu des tirs de fusils et de mitrailleuses, et il y a eu des morts. L'un des hauts faits de cette nuit historique, attesté par des témoins, des acteurs et même par Eisenstein, fut la prise de la cave, qui donna lieu à une immense saoulerie, à une bacchanale effrénée. Le 25 octobre, Lénine aurait dit à Trotsky, c'est étourdissant. Et aussi, déclencher la révolution mondiale, en Russie, fut aussi facile que de ramasser une plume. Le Times décrit cela comme la révolte du bolchevique Lénine. Et elle est considérée comme un exemple de plus du manque d'organisation des Russes. Parce que les Russes étaient considérés comme des alliés dangereux et peu sûrs, à cause du chaos qui régnait dans le pays. En Russie même, on a considéré les événements comme un épisode de la lutte politique qui avait débuté juste après la destitution du tsar.
et comme un développement du conflit entre les forces de gauche et la droite pour l'héritage du pouvoir dans le pays. Je pense que la révolution d'octobre a longtemps été évoquée comme Perevarot, c'est-à-dire un coup d'État, plutôt qu'une révolution. Et pour la plupart des gens, la question était d'essayer de comprendre ce qui se passait. Quand on lit les journaux personnels, ce qui est fascinant, c'est de voir que très peu de gens comprenaient l'importance de cette journée. La bataille pour Moscou fut beaucoup plus meurtrière et longue que celle si facile de Pétrograd. C'était déjà la guerre civile. Les Russes, qui étaient pour les Soviets, n'étaient pas tous devenus bolcheviques pour autant. On dit que Lénine exulta le jour où il put dire « Nous avons duré plus longtemps que la Commune de Paris ». Les bolcheviks avaient compris les leçons des révolutions du passé. Ils exerçaient un pouvoir sans partage par le Conseil des commissaires du peuple, présidé par Lénine. Il y eut une assemblée constituante, promise depuis si longtemps, mais les bolcheviks y étaient très minoritaires, elle fut donc liquidée à sa première séance. La guerre était toujours là. Personne, allié ou adversaire, n'avait répondu aux offres de paix. Les Allemands menaçaient Pétrograd et on ne voyait pas venir la grande révolution des peuples d'Europe qui devait tout arranger. Les bolcheviks avaient besoin de l'armée, et l'armée d'un État, même bolchevique. Pour une bonne partie de l'armée, après tout, c'était aussi des hommes d'ordre. 30% des officiers russes de tout niveau choisirent l'armée rouge. Selon certains historiens, le lien entre l'état-major et les bolcheviks se fit par l'intermédiaire d'un très fidèle et ancien compagnon de Lénine, Vladimir Bonch-Brojevitch. Vladimir Bonch-Brojevitch, dont le frère, Mikhail Bonch-Brojevitch, était un général, ancien chef de la sécurité militaire et haut placé dans l'état-major. Quelques jours avant même le coup d'état bolchevique, Vladimir, le bolchevique, aurait demandé à son frère, le général, de se mettre au service du régime futur. Ce document, inédit jusqu'à aujourd'hui, témoigne de cette demande. À ce moment, son frère s'adresse à lui. Il lui dit que dans Pétrograd la Rouge, le pouvoir soviétique cherche un général avec un nom qui pourrait organiser la défense de la République soviétique. C'est une courte lettre. Le frère écrit à son frère sur un ton très franc. Si tu attends un jour ou deux, ton poste disparaîtra et sera pris par quelqu'un d'autre. Bonch-Brojevitch n'a pas hésité. Il a compris tout de suite qu'il fallait partir. Il a envoyé sur le champ à son frère un bref télégramme. « Je suis d'accord, j'arrive ». On pouvait arriver à Saint-Pétersbourg à temps. À cette époque-là, les trains circulaient. On pouvait y arriver en 24 heures. Et en un temps très bref, avant le départ du train, il a su rassembler un groupe de 14 généraux et officiers de l'état-major général qui voulaient servir la Russie quelle qu'elle soit. Et il est arrivé avec eux. En bref, il a amené une équipe prête, un mini-état-major tout prêt. Le général Bonch-Brojevitch eut des responsabilités importantes dans l'armée russe jusqu'à la fin de la guerre avec l'Allemagne, puis il prit en main l'organisation de la nouvelle armée rouge. C'étaient de très bons analystes. Ils maîtrisaient la situation. Ils savaient ce qui se passait au front, sur l'arrière, connaissaient par exemple la disposition des unités, connaissaient l'emplacement et la nature des réserves. Ils avaient des informations qui permettaient d'organiser immédiatement le système de défense. C'étaient tous des professionnels. À cause, entre autres raisons, du lien étroit qui unissait les deux frères, certains en Russie ont bâti l'hypothèse d'une conspiration entre hauts responsables de l'armée et les bolcheviks. Mais cela relève plus d'une construction mentale que d'une déduction à partir de preuves tangibles. La Russie était une monarchie féodale militaire. C'est la raison pour laquelle aucun changement sérieux ne pouvait s'effectuer autrement que par le biais d'une action militaire, c'est-à-dire une action du commandement militaire. Dans ce cas, oui, il s'agissait d'une conspiration militaire, mais on remarquera qu'il s'agissait d'une conspiration très radicale, qui dans une certaine mesure était dirigée également par les militaires contre eux-mêmes. Et d'ailleurs, en termes de valeurs humaines, réfléchissez, est-ce qu'on a souvent vu au cours de l'histoire une situation où, au nom du patriotisme et de l'amour pour son pays, la couche sociale qui a accès au pouvoir dit « Nous n'en pouvons plus, nous allons à la banqueroute, nous passons au pouvoir à ceux qui peuvent s'en servir ». De mon point de vue, c'est un patriotisme colossal, fantastique. Mars 1918.
Pour sauver la révolution russe, la Russie accepte ce que Lénine appelle la paix honteuse. À Brest-Litovsk, Trotsky négocie 3 mois avec les empires centraux. Contre beaucoup de ses camarades, Lénine a voulu cette paix à tout prix. Elle coûte à la Russie un bon quart de sa population, Ukraine, Finlande, Pays-Baltes, un quart de sa production agricole et industrielle, 75% de son fer et de son charbon. Le fragile État bolchevique évite la conquête allemande, mais ne va pas échapper à la guerre civile. Le premier grand décret était le décret sur la paix. Et comme le décret sur la terre, qui suivit rapidement après, il était énoncé en termes très vagues. Il était plein de promesses et d'attaques contre la politique de l'ancien gouvernement. Mais il ne disait pas comment obtenir la paix, ni comment on allait vraiment redistribuer la terre. On va reprendre la terre à ceux qui la possèdent illégitimement, mais comment on va la restituer, c'est une autre question. Il est intéressant de constater que ça s'est transformé très vite, on le voit sur les photos des manifestations, en ce slogan très pratique, la paix, la terre et le pain. En fait, c'était la paix, la terre et tout ce que l'agriculture pouvait produire. C'était court, lapidaire et tout à fait compréhensible par la clientèle à qui s'adressaient originellement les bolcheviks. C'est-à-dire au départ les soldats et les marins sur qui reposait le destin du gouvernement bolchevique. Plus que le coup d'octobre 17, la grande victoire des bolcheviks fut de gagner la guerre civile qui suivit, face à des armées blanches menées par des généraux qui avaient autant méprisé Kerensky que Nicolas II, mais qui haïssaient plus que tout les bolcheviks. Il y a eu 3 ans de combats sans pitié entre 2 camps. Au nord, au sud, à l'est, les Blancs attaquaient, soutenus par la France, l'Angleterre, les États-Unis, qui voulaient en finir avec le bolchevisme. Ils furent tout près de prendre Moscou et Pétrograd, mais l'armée rouge, sous l'autorité de Trotsky, s'organisait et finissait par prendre le dessus. Les Blancs provoquèrent la haine partout où ils passaient, car ils ramenaient le tsarisme et son poids d'autocratie brutale. Ce fut terreur rouge contre terreur blanche, chacun étant fanatiquement résolu à exterminer l'adversaire. Représentez-vous l'entourage de Staline. Jdanov, Malenkov, Bulganin et de nombreux autres personnages sont entrés dans la vie politique dans les années de la guerre civile. En fait, ils se sont formés en tant que politiques au cours de la guerre civile. Et les premières méthodes du gouvernement politique, c'est ça. État d'urgence, réquisition et terreur. La guerre de l'arrière, la guerre de l'intérieur, était menée par la Tchéka, cette police politique créée par Lénine, bien plus redoutable que l'Okhrana tsariste. La Tchéka avait un droit de vie et de mort sur tout ce qu'elle arrêtait, ceux chez qui elle perquisitionnait. Par exemple, les paysans, refusant de livrer leur blé à l'État, dans cette Russie bolchevique aux abois, mais qui refusait de s'effondrer. Ce sont des hommes de la Tchéka, sur leur propre initiative, ou plutôt sur ordre du sommet, qui, dans la nuit du 16 juillet 1918, assassinent le tsar et sa famille, femmes et enfants, par peur, dit-on, de voir les Blancs venir les libérer. La guerre contre les Blancs se termine, une terrible famine ravage le pays. La guerre civile a coûté entre 3 et 7 millions de morts. Le typhus, 2. Il y a eu les 2,5 millions de morts de la guerre. La famine en ajoute 5. Dans certaines régions, à portée de photographes,
On revient au cannibalisme et on en fait commerce. Pouvons-nous imaginer que des gens appellent leur fille dictature ou par le diminutif diktat? Dans les années de la guerre civile, ça pouvait se faire. On pouvait appeler sa fille Terreur. Terreur Ivanovna Petrova. On voyait ça dans les années de la guerre civile. Et cela veut dire que le comportement vis-à-vis de la violence et de la terreur au sein de la population, pendant la guerre civile, était très particulier. La situation était complexe, tout à fait particulière. Lénine ne tint évidemment pas sa promesse d'un gouvernement du peuple par le peuple. Et toute révolte était impitoyablement punie. Makhno, l'anarchiste ukrainien, héros de la guerre contre les Blancs, repartit en guerre avec un mot d'ordre, les soviets et pas les bolcheviks. Il fut battu et partit en exil. C'est Lénine qui a inventé le goulag, et non pas Staline, qui n'a fait que perfectionner le système. Les pistolets des tchéquistes ne suffisaient plus pour régler le compte de tous les contre-révolutionnaires, les terroristes et les saboteurs. Un paysan déporté écrit « Nous sommes menacés de mourir de faim. Chaque jour, un revolver est pointé vers notre poitrine. Une femme a été poignardée par une baïonnette et 2 hommes abattus. En 6 semaines, 1600 personnes ont péri. Nous vivons en grand danger, nos cabanes sont remplies d'excréments. Avec 250 personnes par cabane, nous tombons malades rien qu'avec l'air que nous respirons, en particulier les bébés. Il vaudrait mieux que la terre sombre dans la mer et qu'il n'y ait plus de monde, ni rien de ce qui y vit. » Lénine théorisa cette terreur de masse exercée au nom du prolétariat. Cette dictature n'est rien d'autre qu'un pouvoir libéré de toute loi, que ne retient absolument aucune règle, un pouvoir fondé directement sur l'usage de la force. Lénine, c'était le créateur de l'idée d'un parti doit être organisé pour la prise du pouvoir avec l'autorité vient d'en haut. On ne peut pas tolérer d'opposition à l'intérieur. Les oppositions, les fractions minent la puissance, etc. Et il a fait peur à Rosa Luxembourg. Il a été beaucoup de révolutionnaires dit, mais attention, on va aller vers une dictature, vers l'étouffement des libertés. Hein. Mais seulement, effectivement, c'était en même temps une bonne pratique. C'est vrai que ça a servi. Hein. La matraque, la trique, les déportations, les exécutions, la terreur, c'est utile. Hein. Je veux dire, c'est efficace quand c'est bien mené. Kronstadt, une forteresse sur une île, 30 km au large de Petrograd. Les marins de Kronstadt, héros légendaires, s'étaient déjà révoltés en 1905 et 1906. En février 17, ils s'emparent de la forteresse, exécutent les officiers supérieurs et forment un soviet. Ils sont en octobre les fers de lance de la Révolution. Anarchistes dans l'âme, en mars 1921, c'est leur dernière révolte. Les dirigeants de l'insurrection étaient ces marins de la mer Baltique qui avaient conduit la révolution à Petrograd. Ils ont choisi un slogan, les soviets sans les bolcheviks. La particularité de Kronstadt était qu'il y avait parmi eux beaucoup de paysans des provinces de Pskov, Novgorod. Ils recevaient des lettres de chez eux disant que les gardes rouges étaient là et qu'ils confisquaient tout ce qui peut être confisqué chez les paysans. Provisions, pain, pommes de terre et tout le reste, sans rien donner en contrepartie. En fait, les détachements chargés de la réquisition des aliments se livraient à un racket pur et simple. Après 17 jours de révolte, Kronstadt est écrasé par l'armée rouge et les marins fusillés ou emprisonnés, sauf ceux qui ont pu fuir en Finlande. La révolte et la répression de Kronstadt, comme celle des paysans de Tambov quelque temps avant, marquent la fin d'une utopie, la fin du rêve du gouvernement du peuple à travers les soviets. Désormais, c'est seulement au nom des intérêts supérieurs du parti bolchevique, défini par ses seuls dirigeants, que le pays sera gouverné. La survie du bolchevisme exige un pouvoir de plus en plus autoritaire. La destruction définitive de l'ordre ancien exige celle de l'Église orthodoxe. En 1922, les églises, les trésors, sont pillés sur les ordres directs de Lénine. Mais pour faire disparaître cette religion, qui n'a pas sa place dans la société socialiste, il faut éradiquer son clergé. Rien qu'en 1922, plus de 2500 prêtres, 2000 moines, 3500 moniales seront tués. La place est libre pour les tenants de la nouvelle foi. Maïakovski, héros du bolchevisme, grand poète futuriste avant 1914, masse d'amour et masse de haine, disait-il de lui, plongea avec sa nature ardente, son génie et un enthousiasme total dans cette révolution qui allait forger cet homme nouveau, ce monde nouveau dont il avait toujours rêvé.
Il se suicida en 1930. En 2006 à Moscou, une grande exposition lui est consacrée. J'ai barré d'un trait la carte du quotidien en renversant la couleur d'un verre. J'ai montré sur un plat de gelée les pommettes obliques de l'océan. Sur l'écaille en fer blanc d'un poisson, j'ai lu l'appel de lèvres nouvelles. Et vous, pourriez-vous jouer un nocturne sur la flûte d'une gouttière? Ce poème est un poème clé. Avec lui, Maïakovski est entré dans le monde de la poésie. Il y a une sorte de frontière entre la poésie égale et belle, aux sonorités douces, et celle de Maïakovski. Avec ce poème, Maïakovski s'est imposé comme un homme nouveau dans la poésie. Nouvelle rime, nouveau thème et une nouvelle prosodie. Lénine n'appréciait que modérément l'avant-gardisme de Maïakovski, que soutenait avec fidélité son ami Lunacharsky, le grand responsable de la culture et de l'éducation. Les rapports entre Maïakovski et Lunacharsky étaient extraordinaires. Lunacharsky aimait Maïakovski. Même si Maïakovski critiquait parfois Lunacharsky, celui-ci s'adressait à Maïakovski avec beaucoup d'autorité. Il voyait l'immense talent de Maïakovski. Il comprenait que Maïakovski pourrait apporter à l'art qui venait, à l'art socialiste, un grand renouveau, qu'il était l'homme que la nouvelle vie attendait. Lunacharsky était très proche des groupes les plus modernistes, mais il avait une fonction politique. Il était commissaire pour l'enseignement. Cela équivaudra à un ministre de la Culture. Et s'il pouvait laisser le champ libre à une nouvelle forme d'art insolite, il devait aussi trouver l'argent pour soutenir les artistes. Et avant tout, penser aux prérogatives de la Révolution et à son maître, Lénine. Pour qui la révolution signifiait en premier lieu de former les ouvriers et les paysans. D'abord les alphabétiser, car c'était un pays qui était illettré à 80%. Et nous ne pouvons pas dire que Lénine n'avait pas le sens de la culture. Mais Lénine était un pragmatique, c'était un politicien. Et il pensait que ce qui était primordial, c'était que ce peuple puisse apprendre à lire et à écrire. La propagande, à l'égal de la violence, avait toujours été considérée par Lénine comme une arme décisive. Dziga Vertov, l'un de ces brillants cinéastes qui rejoignirent la Révolution, était un génial documentariste, un grand poète. Il faisait découvrir, sur un train qui sillonnait la Russie, le cinéma à des gens qui n'avaient jamais eu la chance d'en voir. La Russie était immense, et le train, le seul moyen de la traverser, c'était des maisons de la culture ambulantes qui allaient d'un bout à l'autre du pays. Cette expansion culturelle vers l'intérieur de la Russie impliquait des expositions de peinture, des projections cinématographiques. C'est pour ça que Lénine disait « Le plus important des arts est l'art cinématographique ». Des caravanes avec gramophone racontaient les actes et diffusaient les discours de Lénine. Un gigantesque programme culturel et révolutionnaire. Ce qui est magnifique, c'est que cette expansion était apparemment minimale, alors qu'intérieurement, les tentacules du processus atteignaient les régions les plus éloignées, les coins les plus reculés. À l'époque, l'idée de jouer un opéra ou un spectacle classique pour les paysans ne paraissait pas tellement utopique. La Révolution et la guerre civile n'avaient pas d'un coup de baguette magique fait sortir la Russie profonde de son illettrisme, d'où l'utilisation intensive de l'image au service de la propagande. Les affichistes étaient remarquablement inventifs et efficaces dans ces années d'âge d'or de la culture russe, où peintres, sculpteurs, musiciens, hommes de théâtre, architectes rivalisaient de talent. Mais cela ne dura pas, et les génies russes partirent pour la plupart en exil.
Lénine, et encore moins son successeur, n'appréciait guère l'avant-garde et la liberté qui va avec. Les grands peintres, les Kandinsky, Chagall, Larionov ou Goncharova ont commencé à définir leur ligne artistique, futurisme et constructivisme, avant la Révolution. Nous connaissons de nombreux tableaux qu'ils ont peints en 1906, 1907, 1914, 1915. Mais pour eux, la Révolution signifiait sur ce point un incroyable enrichissement, parce que leur sentiment, c'était « désormais tout est permis ». À présent, nous pouvons tout faire. C'est une liberté sans borne que nous avons, nous les artistes. Et en plus, nous avons un État qui n'exerce plus de contraintes par l'intermédiaire de l'Académie des Beaux-Arts, de certains musées, ou pour le théâtre avec le théâtre impérial. Avec une politique théâtrale très traditionnelle, déterminée par le goût de la cour ou de la bourgeoisie. Les artistes devaient faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Non pas produire des œuvres destinées à être vendues ou des commandes, mais travailler à enseigner à la jeune génération le rôle de l'art dans la nouvelle société. Quelques-uns des plus grands artistes étaient capables de produire de la vraie propagande, aussi bien que de la contre-propagande. Et ça ne posait pas de problème. Des œuvres étranges surgissaient, tel ce film, Aelita, sorti en 1924. Le metteur en scène Protazanov inventait un avenir, un monde nouveau, un rêve ou un cauchemar, mais en tout cas un univers pas très socialiste. Même Lénine, qui entre nous était un piètre marxiste, qui ne s'inspirait pas de la théorie de la reconstruction économique de la société, même Lénine espérait l'arrivée d'un homme nouveau et considérait que sa plus grande réalisation était la création des samedis communistes, avec des hommes nouveaux qui allaient travailler bénévolement. C'était le plus important pour lui. En somme, ce n'était pas un économiste. Ce qui les unissait, c'est que c'était des rêveurs. Ce n'est pas pour rien que Wells l'appelait le rêveur du Kremlin. C'était ça, Lénine, et pas ce comptable de la Révolution dont on donne l'image en Russie. Lénine mourut en 1924, réduit au silence par la maladie depuis des mois. Staline, successeur de Lénine qui ne voulait pas de lui, resta au pouvoir jusqu'à sa mort en 1953. Il avait ordonné la mise à mort de Trotsky, assassiné en 1940 à Mexico. Kerensky survécut en exil jusqu'en 1970. Et l'Église orthodoxe lui refuse un enterrement religieux comme responsable de la chute de la Russie. Mon histoire de rat préférée, c'est l'histoire de l'expérience célèbre du paradis des rats. On place les rats dans des conditions idéales, où tout ce dont ils ont besoin leur est accessible. Et cependant, certains rats quittent ce paradis et s'en vont malgré tout dans de mauvais endroits où tout va mal. Pourquoi cela ?
Parce que la nature comprend très bien que si une catastrophe globale survient et que tous ceux qui se trouvent au paradis viennent à mourir d'un coup, ceux qui sont partis peuvent engendrer une nouvelle génération et assurer la survie de l'espèce. N'importe quelle révolution culturelle, technique, politique est une tentative de partir du paradis pour aller là où il est dur de vivre, de partir même pour des endroits où règne un état de crise pur et simple, parce que cette crise contient des éléments de renouveau. C'est pour cela qu'on peut dire de la révolution qu'elle a apporté plus de mal que de bien à la Russie, mais qu'elle a aussi apporté beaucoup de bénéfices à son entourage. La révolution a légué quelque chose à l'Occident de l'après-guerre, dans le sens où les gouvernements de l'Ouest connaissaient désormais le danger qu'il y a à ne pas satisfaire les aspirations potentiellement dangereuses, révolutionnaires, les aspirations de ceux qui veulent une plus grande équité économique et sociale. Donc on peut dire que c'est l'Ouest qui a connu depuis la guerre un accroissement de son niveau de vie, de la qualité de la vie, qui a le plus bénéficié de la révolution. Il y a ceux pour qui la révolution russe fut la première catastrophe du siècle. Mussolini puis Hitler sont été très influencés par la technique du coup d'État et par la réussite de Staline, de Lénine d'abord, puis de Staline ensuite, pour l'instauration d'un État totalitaire. C'est la création, Lénine est le créateur de l'État totalitaire, c'est-à-dire la plaie du XXe siècle. Pour d'autres, il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Les esprits brillants, d'une façon ou d'une autre, ont toujours imaginé de reconstruire le monde pour le rétablir sur des bases plus rationnelles et plus parfaites. Et tôt ou tard, ils arriveront à leur fin. La première fusée a explosé lors de son lancement, mais l'exploration spatiale a continué. Ce fait que le projet soviétique s'est effondré par la force de l'imperfection de la nature humaine et du fait de la spécificité de l'Empire russe, de manière relativement honteuse, n'empêche pas que des projets similaires seront entrepris. Nous allons sûrement voir ça de notre vivant. Un jour, notre médiocrité actuelle nous sera insupportable. En ce qui concerne la révolution, c'est une idée magnifique. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne s'est peut-être pas passé comme on le voulait. Mais dans le principe, c'est normal comme idée. Ce que ça a donné, c'est une autre histoire. Et pourquoi ça s'est passé comme ça aussi, c'est une autre histoire. Mais je vous le répète, l'idée même, la révolution, c'est bien. Après, je ne sais pas bien. Moi aussi, je suis issu du peuple. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a là-dessous. Les machinations... Mais je le répète encore, l'idée de la révolution est bonne.